Bonjour, j'arrive tout de suite. Hein. Hop. Voilà, on est prêt. Bonjour à tous et à toutes. Alors bienvenue pour cette conférence confinée, la 5e du genre. Mais celle-là, elle est un peu spéciale. Celle-là, je vais la faire toujours en direct, mais avec quelqu'un, avec Camille. Bonjour Camille. Voilà, Camille est juste à côté de moi. Camille, elle est illustratrice, graphiste, et c'est une étudiante de l'AHIR en didactique visuelle. Donc elle travaille justement à illustrer la science. Et alors elle est en stage dans notre équipe depuis 3 mois. Et avec elle, on a travaillé à la question de l'invisibilité. Voilà. Et donc on s'est dit que ça serait marrant pour finir le stage, finir en beauté, d'essayer une conférence un peu challenge, une conférence en direct où moi je vais parler, voilà, je vais vous raconter ce que c'est que l'invisibilité du point de vue du physicien. Et elle va devoir en direct accompagner mon discours avec tous les outils graphiques qu'elle a développés pendant tout son stage. Alors je vous le dis à l'avance, en fait, elle a fait en plus un magnifique film en stop motion qu'on va sortir ce soir aussi, que vous pouvez retrouver sur notre site web vulgarisation.fr et qui sera une sorte de quintessence magnifique de tout ce que je vais vous raconter ce soir. Mais là, ce soir, évidemment, condition du direct oblige, ça va être un peu plus approximatif, mais on va tester en direct. T'es prêt, Camille? On y va? Ok, alors à 3, 1, 2, 3. Voilà, on fait toujours le clap. Bonsoir. Alors ce soir, on va vous parler d'invisibilité. Et la question, c'est non pas qu'est-ce que c'est que l'invisibilité, mais comment rendre invisible. Voilà. Alors rendre invisible, évidemment, c'est facile si vous êtes magicien ou si vous êtes dans le monde du film de SF. Vous allez faire des effets spéciaux et vous allez très facilement rendre invisible quelqu'un si vous mettez un fond vert, par exemple, ou par incrustation. Ça, c'est un peu nul. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas les illusions d'optique, c'est pas les trucages, c'est pas les effets spéciaux, c'est la vraie invisibilité. Est-ce qu'on serait capable de rendre vraiment invisible quelqu'un? Et je vais vous montrer que on commence à y arriver, mais que pour ça, il va falloir faire un petit détour par la physique et vraiment comprendre fondamentalement ce que ça veut dire être invisible. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être invisible? En fait, pour comprendre ça, il faut comprendre ce que ça veut dire déjà être visible. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit un objet? Alors, on prend un objet, je ne sais pas si tu peux me faire un... Ah bah voilà, tu m'as déjà fait un objet, un phare, très bien, un bâtiment, voilà. Pourquoi est-ce qu'on voit un bâtiment? En fait, on ne voit pas un bâtiment parce que lui-même, il rayonne, il est incandescent. On le voit en fait parce qu'il perturbe les trajets des rayons qui viennent du soleil. D'accord? Les rayons rebondissent sur le bâtiment, il va diffuser de la lumière, et nous, on va recevoir cette lumière transformée qui va nous signaler que le bâtiment est là. Et puis même la couleur du bâtiment, sa forme, sa texture vont nous apparaître comme ça. Donc ça, c'est être visible. Donc si on veut rendre invisible un bâtiment, en quelque sorte, il faudrait tricher avec la lumière. Il faudrait dévier la lumière pour qu'elle ait l'impression que le bâtiment n'est plus là, qu'elle aille jusqu'au sol en quelque sorte et qu'elle rebondisse comme si le phare ici était complètement absent. Voilà, c'est ça exactement. Voilà, donc ça c'est le but. Alors, vous allez voir que c'est faisable, mais dans certaines limites. Alors pour faire ça, comment on fait? L'idée la plus naturelle, c'est de se dire, bon, on va dévier la lumière. Et pour dévier la lumière, on va utiliser ce qu'on utilise depuis l'aube des temps, c'est ça. Une lentille. Hein. Si vous prenez une lentille, ça dévie la lumière, c'est ce qui permet même d'ailleurs de mieux voir. Hein. Donc on pourrait se dire, en mettant les bonnes lentilles, ça va marcher, alors non. Ça ne va pas bien marcher, ça, parce que ça va être un effet moyen et trop important, et on ne va pas arriver à dévier tous les rayons comme il faut. Donc il faudrait inventer une sorte de lentille plus perfectionnée, puis surtout plus petite, plus ajustable. Et pour ça, on va utiliser les métamatériaux. Alors pour comprendre comment ça marche, il va falloir fondamentalement se redemander, mais c'est quoi ce rayon de lumière que Camille a dessiné tout à l'heure? Ce rayon de lumière, en réalité, on a compris au 19e siècle que ce n'était pas juste un rayon qui nous venait du Soleil, que la lumière était une onde électromagnétique. Alors si tu peux me dessiner, alors voilà, une onde, une magnifique onde, voilà, qu'elle nous fait en direct. Alors une onde, c'est quoi? C'est quelque chose qui oscille, qui perturbe l'espace autour de lui. Vous pouvez imaginer un caillou dans l'eau, qui va créer des vagues qui vont se répandre autour. Et vous voyez qu'il a cette caractéristique qu'il se répète, le motif. Il est périodique. Et d'ailleurs, on peut mesurer plein de choses sur une onde. Par exemple, si tu peux me mesurer la longueur d'onde de l'onde, ouais, là on devine à peu près l'onde. Donc la longueur d'onde, en fait, c'est la distance entre deux maximums de la vague. Donc là, ici, voilà, tu pourrais prendre les deux du haut ou les deux du bas, et ça te donnerait la longueur de l'onde. D'accord? Mais une onde, ce n'est pas quelque chose qui ne bouge pas, qui est figé. Hein, souvenez-vous de la vague dans l'eau, c'est quelque chose qui avance. Donc une onde progresse en général, hein, on peut faire des ondes de différents styles, et l'onde qui vient du Soleil en l'occurrence, c'est une onde progressive, qui avance un petit peu comme l'onde là de Camille. Ah oui, alors là tu nous l'as faite en géante. Donc on a une super onde là en direct, et cette onde elle avance, alors en réalité, l'onde à laquelle on s'intéresse, l'onde lumineuse, elle avance à la vitesse de la lumière, elle avance à 300 000 km par seconde, mais c'est à peu près pareil. Et un point intéressant, c'est que si on regarde cette onde, qu'est-ce que c'est vraiment? Ça semble un peu immatériel, c'est quoi qui oscille? On ne voit rien osciller autour de nous. En fait, c'est un champ électromagnétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'onde, en réalité, on a un champ électrique et un champ magnétique, et c'est eux qui sont perturbés au cours du temps. C'est-à-dire que si je suis à un endroit et que l'onde passe, ça veut dire qu'il y a un petit champ électrique qui n'arrête pas d'avancer,
Puis moi, si je me mets à un endroit, je vais voir un champ qui oscille comme ça. Donc on est baigné dans des champs électriques et magnétiques en permanence qui avancent à la vitesse de la lumière. Et ça a été compris au 19e siècle par Maxwell notamment. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que c'est ce qui va nous permettre maintenant d'agir sur l'onde. C'est-à-dire que si on veut agir sur l'onde électrique et magnétique, on a deux manières de faire. Soit on prend de la matière, par exemple une lentille, par exemple un verre d'eau. Et alors pourquoi est-ce que ce verre d'eau ou cette lentille il dévie la lumière? Parce qu'en réalité, ils sont composés de plein d'atomes qui vont agir électriquement sur la lumière. Et l'astuce ici, pour jouer sur mesure sur la lumière, ça va être d'utiliser des sortes de petits matériaux. On appelle ça des métamatériaux. Si tu peux m'en faire un, voilà, fais-moi un voilà, beau métamatériau. Voilà, superbe. Vous voyez là, c'est une sorte de petit circuit électrique, par exemple. Et le mot-clé, c'est électrique. On va fabriquer un petit circuit électrique pour qu'il agisse sur l'onde parce qu'elle-même est électrique. Alors on ne peut pas faire n'importe quel circuit électrique, il va falloir le choisir sur mesure en quelque sorte. Il va falloir le choisir de telle sorte qu'il résonne avec l'onde électromagnétique. Alors qu'est-ce que ça veut dire résonner? C'est une idée assez subtile, mais imaginez que vous avez un enfant qui est sur une balançoire et que vous le fassiez balancer comme ça. Eh bien, il faut vous mettre juste au bon tempo pour qu'il balance de plus en plus. Et dès que vous allez être décalé par rapport à ce tempo, ça va un peu rater. C'est ce qu'on appelle la résonance. Il y a une fréquence vraiment que va émettre la balançoire, un mouvement particulier. Et donc cette lumière, elle a cette fréquence en elle, et donc il va falloir ajuster le matériau pour qu'il corresponde presque à la fréquence de la lumière, alors pas tout à fait, qu'il résonne un peu décalé à gauche ou à droite, pour contre-réagir avec la lumière un peu sur mesure. Et en choisissant la taille et la forme du matériau, si tu peux m'en refaire un, s'il te plaît, on va pouvoir interagir avec la lumière. Alors, on pourrait imaginer qu'un seul suffit. En fait, non, il faut beaucoup de métamatériaux pour agir sur tout un rayon de lumière. Alors non, là, ça ne va pas du tout. Alors là, si tu peux m'enlever ça, l'idée, c'est que tu les mettes bien disposés les uns par rapport aux autres. Le point clé, c'est de reproduire là encore une structure périodique qui se répète. Et alors, encore plus important, il faut que la distance entre deux métamatériaux, là, ce motif qui se répète, soit plus petit que la longueur d'onde de la lumière. Parce que sinon, le métamatériau n'aura aucun effet. Et donc voilà, il y a un jeu un peu subtil, technologique, qui est de choisir la bonne forme de métamatériau, le bon motif, et de le répéter de la bonne manière pour affecter la lumière qu'on veut affecter. Et si vous faites ça, alors là, regardez ce qui va se passer, c'est assez incroyable, c'est que si vous envoyez une onde sur cette matière-là, eh bien là, pour le coup, l'onde va être affectée. Elle va par exemple être déviée, ou déphasée, ou on va changer sa polarisation, ou on va changer tout ce qu'on veut, peut-être même la fréquence et la couleur de l'onde, juste en choisissant la forme de ces métamatériaux. Et en faisant ça, on va pouvoir essayer de rendre invisible un objet. Alors, allons-y très concrètement. Qu'est-ce que ça serait la cape d'invisibilité du physicien? En fait, elle existe, il n'y a pas besoin de l'inventer. Elle a été créée littéralement par des physiciens il y a quelques années en Californie, dans un article que je vous ai amené ici. Donc, c'est un article de la revue Science, un article qui dit qu'il fait une cape d'invisibilité ultraviolette pour la lumière visible. Et alors, ce que font ces physiciens, c'est de prendre un petit matériau avec des petites montagnes, là, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose, et ce matériau-là, ils vont essayer de le rendre invisible. Alors je te le passe peut-être, Camille, pour que tu le vois mieux. Tiens, le voilà en direct. Ça, c'était notre premier effet spécial de la soirée. Je crois que j'ai fait tomber l'article par terre. Bon, bref. Les physiciens fabriquent 3 petites montagnes. Très bien. Et ils vont maintenant essayer sur ces 3 montagnes de placer des métamatériaux. Et alors ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les placer évidemment de façon régulière, mais ils ne vont pas mettre les mêmes matériaux partout. En haut de la montagne, ils vont mettre un métamatériau qui transforme beaucoup la lumière, qui la déphase beaucoup, qui lui donne l'impression qu'elle descend bien plus bas que la montagne. Alors que dans le creux, ou là où la montagne est moins grande, on met un autre métamatériau d'une forme différente. Donc il faut absolument ajuster le métamatériau selon l'endroit où on le met. Et si vous faites ça, eh bien effectivement, la montagne disparaît. C'est incroyable, regardez, ça c'est vraiment l'image faite au même endroit avec le même microscope où la montagne a disparu. Donc on a créé une sorte d'invisibilité. Alors cette invisibilité, elle n'est pas terrible. Ce qu'on aimerait, si tu pouvais reprendre peut-être ton phare du début ou n'importe quel objet, pour qu'on rêve un petit peu, voilà, un bateau, très bien. Ce qu'on aimerait, c'est recouvrir ce bateau de métamatériaux. Souvenez-vous, il faut mettre des métamatériaux de tailles différentes aux différents endroits du bateau. Un métamatériau qui agisse beaucoup au niveau du mât, un métamatériau qui agisse moins au niveau du pont du bateau, de sorte que quand la lumière va se réfléchir dessus, elle va croire que le bateau n'est pas là. Elle va être déphasée à chaque fois d'un endroit différent, de sorte qu'à la fin, on ne voit plus le bateau, on voit juste la mer qui est sous le bateau. On l'a recouvert d'une cape d'invisibilité. Alors évidemment, ça c'est un rêve. Le drame, c'est que ça marche pas bien, ça marche que sur des objets tout petits. Donc sur un bateau comme ça, il n'y a aucune chance que ça marche pour de vrai. On peut s'amuser à rêver ici avec Camille, mais en réalité, ça ne marcherait pas. Il faut que le bateau il fasse quelques dizaines de micromètres. Puis c'est encore pire, il ne faut surtout pas qu'il bouge. Parce que vu qu'on a ajusté les métamatériaux à la forme du bateau, s'il commence à changer de forme et à bouger,
il faudrait ajuster les métamatériaux en direct, ce qu'on est incapable de faire actuellement. Et puis pire encore, ça ne marche qu'à une fréquence, donc à une couleur donnée. Donc il faudrait vraiment qu'on ait de la lumière seulement rouge pour que ça fonctionne. Donc on arrive à faire de l'invisibilité, mais vous voyez, pas terrible, de l'invisibilité, je dirais, de laboratoire, c'est-à-dire une invisibilité très bien contrôlée, mais sur des tout petits objets dans des conditions très particulières. Donc là, on peut se dire, bon, bah, c'est un peu triste, on n'a pas du tout la cape d'Harry Potter dont on rêvait, et on va retourner finalement vers les magiciens, vers les illusionnistes ou les effets spéciaux pour avoir de la vraie invisibilité. Alors c'est là où je trouve que les physiciens sont vraiment forts, c'est qu'ils ne se découragent pas, et ils se disent même, non mais après tout, ce qu'on a, nous, c'est un principe. Des matériaux répétés périodiquement qui agissent sur des ondes. Est-ce qu'on ne pourrait pas les utiliser pour autre chose que l'invisibilité, même si c'était notre rêve initial? Et là, ils vont se mettre à imaginer plein d'autres choses, et en particulier, ils vont avoir cette idée géniale, c'est de se dire, finalement, ce raisonnement, il marche pour n'importe quelle onde. On a parlé d'ondes de lumière, donc là, voilà, tu me fais une très belle onde de lumière, mais après tout, ça pourrait marcher pour d'autres types d'ondes. Alors, qu'est-ce qu'on connaît comme autre type d'onde? Par exemple, regardez, quand je vous parle là, je fais vibrer mes cordes vocales, et puis ça se propage dans l'air, ça fait des ondes de compression jusque vers vous, et puis jusqu'au micro qui va aller jusqu'à votre oreille. Et donc ça, c'est une onde sonore, c'est l'acoustique. Et puis, on pourrait imaginer des ondes sonores, mais aussi des ondes mécaniques. Regardez si je fais ça. Ça va faire vibrer le sol, les atomes vont se propager jusqu'à l'appareil photo qui est en train de me filmer, et ça, c'est aussi une onde. Et donc les physiciens ont commencé à se dire, mais tiens, on pourrait s'amuser à faire des capes d'invisibilité pour le son, par exemple, ou pour des ondes mécaniques dans le sol. Et ça, c'est un champ qui se développe beaucoup, toujours dans le champ des métamatériaux, mais on n'est plus du tout dans le monde de l'optique maintenant. On est dans le monde de l'acoustique ou de la mécanique. Alors prenons un exemple très concret, prenons les ondes acoustiques, par exemple le son. Et le rêve, vous voyez, c'est de se dire, mettons-nous dans un endroit où il y a du son, alors je ne sais pas ce que tu aimerais imaginer comme endroit. Voilà, très bien, une salle de concert, voilà, ou je sais pas, une salle de rock, enfin ce que vous préférez comme musique. Puis on imagine qu'il n'y a plus le Covid, on peut y revenir en masse. Et puis il y a votre groupe préféré qui joue sur scène. Mais il y a des pylônes dans la salle, évidemment, qui gênent le son. Eh bien, si on recouvrait ces pylônes de métamatériaux acoustiques, pour le coup, ça pourrait guider l'onde pour qu'elle évite le pylône. Donc ça pourrait rendre invisible certaines zones de... Tu t'en sors pas là? Tu t'en sors? Non, ça va trop vite. Ah oui, là, tu nous as fait le chanteur ou la chanteuse, très bien. Tu nous fais les colonnes, ok, parfait. Et donc ces colonnes, si tu peux me les recouvrir de métamatériaux, on va laisser Camille faire en direct, on a le temps. Ah oui, je parle très très vite, c'est dommage pour Camille. Voilà, parfait. Et maintenant, le son ne voit plus la colonne. On peut faire l'inverse, on peut guider le son dans certaines zones, on peut rendre certaines zones protégées du son. Et ça, on sait le faire déjà maintenant à petite échelle. Alors l'astuce, c'est de surtout pas utiliser des circuits électriques cette fois-ci, mais maintenant utiliser quelque chose qui va être sensible au son. Et donc particulièrement, par exemple, des petits ressorts, ou des petites membranes, ou des petits systèmes acoustiques. Et là, on a parlé d'acoustique, on a parlé de son, mais on peut aller vers encore un autre type d'onde, je vous l'ai dit, les ondes mécaniques. Après tout, le son qui se propage dans l'air, ça pourrait être une vibration qui se propage dans le sol, ou une vague dans la mer. Alors si on pense au sol, là, il y a une application qui vient tout de suite en tête. Il y a une équipe de l'Institut Fresnel à Marseille qui a vachement développé ça. C'est les ondes sismiques, les tremblements de terre. Quand on fait un tremblement de terre, on fait ça. On fait vibrer le sol, d'accord? Ça massacre tout sur son passage. Et donc ces physiciens ont eu l'idée de créer des métamatériaux pour les ondes sismiques. Alors là, attention, il faut regarder les fréquences des ondes sismiques. On va plutôt être sur des trucs qui font de l'ordre de plusieurs mètres, d'accord? Qui se déplacent évidemment sur des territoires de plusieurs dizaines de mètres. Et donc ils se sont amusés à le tester. Ils ont été à Grenoble. Ils ont fait un véritable chantier dans lequel ils ont carrément été creuser des trous. Parce que là, les métamatériaux, c'est juste des trous dans le sol. Alors leurs trous, je crois qu'ils font 5 mètres de haut, 30 cm de diamètre. Et puis ils en ont fait comme ça des dizaines, régulièrement espacées, souvenez-vous, périodiquement espacées, et en se disant que ça allait en quelque sorte casser les ondes sismiques, ou plutôt dévier les ondes sismiques. Et donc ils ont mesuré, alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un petit tremblement de terre, alors pas un vrai tremblement de terre, ils ont fait vibrer un peu le sol, déjà en surface, et puis ils ont laissé cette onde se propager, ils l'ont mesuré, puis après ils ont fait leur trou, ils ont regardé la différence. Alors voilà l'article. Donc voilà, un article de Brûlé, Guénaud et toute leur équipe, Experiment on Seismic Metamaterials, ça porte bien son nom. Je te le passe à nouveau, tiens. Trucage numéro 2. Regardez cette figure extraite de l'article. Alors on voit du rouge, du bleu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous montrer là où il y a eu le séisme? Donc voilà, là c'est l'endroit où ils ont, avec une machine, tapé sur le sol comme ça, comme des brutes, pour faire vibrer le sol. Et puis souvenez-vous, ils avaient mis des métamatériaux. Je ne sais pas si tu peux nous les montrer, les métamatériaux, on les voit, ils sont dessinés sur l'article. Mais Camille va vous les faire plus élégamment, évidemment, avec son fameux tampon métamatériaux. Donc ici, c'est juste des trous. Et puis après, ils ont mesuré ce que devenait ce tremblement de terre en présence de ces colonnes dans le vide.
Et ce dont ils se sont rendus compte, alors c'est qu'ils n'arrivent pas encore vraiment à dévier le séisme, mais ils se rendent compte en tous les cas qu'il évite en quelque sorte une zone, que dans une zone il est très affaibli, qui se replie presque sur lui-même. C'est-à-dire que là où il y a la source, ils trouvent que l'énergie est 2 fois plus importante que quand ils n'avaient pas fait les trous. Autrement dit, le séisme en quelque sorte se rétracte, ou est dévié, ou est transformé, un peu comme on ferait avec une lentille et de la lumière. Et donc leur espoir maintenant, c'est de construire ça à plus grande échelle pour carrément guider des séismes pour éviter des villes. On ne va pas tuer le séisme, mais on va le guider ailleurs de la zone urbaine très habitée. Alors ils ont même un rêve encore plus incroyable, c'est de construire des villes carrément sur mesure qui permettraient de faire ça. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu de faire des trous dans le sol, c'est carrément les immeubles de la ville qui serviraient en quelque sorte de motifs et de métamatériaux pour dévier les ondes sismiques. Donc ça serait une sorte de New York avec ses gratte-ciels, mais où on placerait les gratte-ciels d'après ce que diraient les physiciens, pour que le jour où il y ait un séisme, eh bien ça dévie et que ça évite le cœur de New York. Donc voilà, ça c'est l'exemple même d'une application des métamatériaux qui fait rêver évidemment, parce qu'elle pourrait avoir des conséquences fabuleuses pour la société. Si je reviens à cette question de tout départ, comment rendre invisible, vous avez vu qu'on s'en est vraiment éloigné, mais je trouve que ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on a développé plein d'autres choses, des ondes sismiques qui vont devenir invisibles ou des ondes acoustiques invisibles, et on peut même se dire, mais après tout, on s'en fiche de l'invisibilité. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres choses avec ces métamatériaux ? Et en fait, c'est ce qui se passe actuellement. Les gens, finalement, ne sont pas forcément centrés sur cette question de l'invisibilité, qui est plus un gadget. Ils ont développé tout un tas d'autres applications avec ces métamatériaux. Je vais vous raconter, pour finir la conférence, l'application qui, moi, m'émerveille le plus. C'est les métasurfaces actives. Alors, qu'est-ce que c'est ce machin-là ? Imaginez que vous fassiez, alors si vous pouvez me faire une surface avec des métamatériaux, donc vous recouvrez, un peu comme le tapis de tout à l'heure, plein de métamatériaux sur une table. Et vous envoyez de la lumière dessus. On revient à la lumière, soyons simples. Donc des petits métamatériaux qui font moins d'1 micromètre, qu'on place régulièrement disposés, qu'on a réglés sur mesure, par exemple de l'or, un isolant et de l'or, ou des petits plots de silicium. Et vous envoyez de la lumière dessus. Si vous avez bien réglé les métamatériaux, vous connaissez le truc maintenant, ils vont agir sur la lumière. Et en fait, ils peuvent agir sur la lumière comme on veut. Par exemple, ils peuvent, alors qu'est-ce que tu nous fais là en direct ? Ils peuvent la dévier, ouais, tout à fait, comme une lentille. Mais ils pourraient aussi changer sa couleur. Ils pourraient aussi changer sa phase, changer sa direction, changer son amplitude. Et donc on peut agir un peu sur la lumière comme on veut, jusqu'à faire des choses incroyables. On peut réinventer l'optique, on peut refabriquer des lentilles plates, hyper performantes, toutes petites, grâce à ces métamatériaux. Et je veux finir par un des articles qui, moi, me rend le plus fou sur le sujet. C'est un article fait par une équipe de Pennsylvanie qui a utilisé des métasurfaces comme ça pour faire des hologrammes. Alors, un hologramme, vous savez, c'est ce truc qu'on va construire avec de la lumière. On va faire comme si l'objet était là en flottant dans l'espace alors qu'il n'est pas là, en jouant sur la phase de l'onde de la lumière. Donc là, ils ont fait des hologrammes. Alors jusque-là, rien de très incroyable. Mais ils ont fabriqué un métamatériau qu'on peut étirer. On peut tirer dessus. Alors je ne sais pas si tu peux m'en faire un, si tu es capable de me faire un métamatériau sur lequel on peut tirer ou qu'on peut modifier un peu sur mesure. Donc jusqu'à présent, les métamatériaux, ils ne bougeaient pas. Eux, ils l'ont mis sur un film élastique en quelque sorte. Et donc si on tire dessus, eh bien, ils se sont rendus compte que ça changeait les propriétés du métamatériau. Et donc ils ont fait à l'envers tout un design pour le fabriquer sur mesure pour que quand on tire dessus, il continue à faire un hologramme, mais que l'hologramme change de forme. Alors c'est ce qu'on voit ici. Si je peux te passer la figure parce qu'on la verra mieux de ton côté. Tiens, tu la récupères. Hop. Trucage numéro 3. Regardez cette image, c'est un hologramme. Il n'est pas très beau, leur hologramme, mais imaginez, il est fait par une métasurface toute petite comme ça, sur laquelle on a envoyé un rayon laser. On voit apparaître dans l'espace un pentagone. Et quand ils vont tirer sur le métamatériau, ce pentagone en direct va se transformer en un carré. Et ce carré en direct, quand ils continuent à tirer dessus, va se transformer en un triangle. Et en tirant de 30% sur leur surface, ils vont choisir sur mesure la figure qu'ils sont en train de fabriquer. Et donc on a beaucoup d'espoir actuellement sur ces métamatériaux qu'on pourrait changer en direct pour changer ce qu'ils sont en train de faire sur la lumière. Et on peut changer ces métamatériaux avec des effets électriques, mécaniques ou même en les chauffant de plein de façons différentes. Et donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus actuellement et moi je trouve que c'est un domaine absolument incroyable en pleine expansion. Voilà. C'était mon histoire des métamatériaux. Si on prend un peu de recul et si on se demande mais qu'est-ce qu'on a raconté là, parce qu'on est parti sur l'invisibilité, on a été sur les ondes optiques, acoustiques, lumineuses, mécaniques, on est revenu à l'optique, on a parlé de salles de concert, on a parlé de bateaux, on a parlé de séismes, on aurait même pu parler de tsunami, on aurait pu parler d'ondes thermiques, des ondes qui propagent la chaleur et que pareil on peut guider, transformer, rendre invisible, etc., etc. Et donc on est passé par plein d'univers très différents. Et on pourrait se dire, oulala, mais finalement, la physique des métamatériaux, c'est plein de trucs dans tous les sens, et ça part un peu dans tous les sens en fait. Et puis même moi, quand vous m'écoutez, ça part un peu dans tous les sens.
En réalité, ce que je trouve qu'il y a de très beau dans ce domaine et qui est quand même très caractéristique de la physique, c'est cette idée que quand on va comprendre quelque chose dans un champ de la physique très particulier, sur un exemple très spécifique, certains physiciens vont essayer de penser au-delà et de se dire mais est-ce qu'on n'est pas juste en train de voir un principe très simple de base qu'on pourra étendre à d'autres champs? Et c'est ce qui s'est passé dans le champ des métamatériaux. On est parti d'une question très spécifique des ondes électromagnétiques qu'on voulait rendre invisibles. Et finalement, on a fini sur l'essayisme, la mécanique, etc. Et ça, c'est un truc propre à la physique. C'est l'idée d'essayer de trouver des grands principes unificateurs. Et ici, ce grand principe unificateur, celui qu'on a vu tous ensemble pendant toute la conférence, c'est l'onde. Il suffisait juste que vous ayez une onde pour pouvoir agir dessus. Et en s'inspirant de ce qu'avaient compris les gens dans le champ de l'optique, on a pu aller dans d'autres champs. Et c'est ça que je trouve très beau dans la physique, c'est pouvoir à un moment donné prendre du recul sur un sujet et voir le monde qui nous entoure de façon différente. Ben voilà, on vous remercie pour votre attention et on espère que vous avez apprécié ce dialogue en quelque sorte entre le monde du dessin et le monde de la parole scientifique. Voilà, merci. Et merci Camille. Julien, tu peux bouger le tableau? Ah bien sûr, pas de problème. Tu peux le bouger encore. Ah nickel, si on le voit de face, c'est parfait, ouais.